Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième émission des Voix de la Paix, la radio du lycée Saint-Joseph de Thônes. Je suis Chloé et je vais vous accompagner. On commencera par une chronique autour de l'actualité du cinéma avec Maj qui nous parlera du film très controversé Emilia Pérez. Puis nous reprendrons la température de la météo mondiale avec Quentin. On y évoquera l'Ukraine avec Lily qui s'est entretenue avec Larissa, réfugiée qui a fui la guerre de son pays. Puis, avec Sibylle, nous découvrirons deux visions de la paix complémentaires, incarnées par un homme d'église et un ancien militaire devenu professeur d'histoire. Nous terminerons avec la chronique culturelle d'Élie, qui lit Musique et paix. Bonne écoute. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. I want there to be peace everywhere. Qui veut la paix prépare la guerre. Notre grande guerre est spirituelle. You will never be able to have a peaceful transformation in South Africa. Bienvenue sur les Voix de la Paix. Bonjour Maj. Maj, tu vas nous parler du film Emilia Pérez, ce film qui raconte l'histoire d'un chef de cartel mexicain qui, à l'aide de son avocate, va changer radicalement de vie. À toi Maj, dis-en-nous plus. Bonjour. En ce moment, je pense que vous avez remarqué, on est en plein dans les remises des petites sculptures en or. Vous savez, attendez, comment on les appelle déjà ? Oui, les Oscars, César, Valentin. Ah non, pardon, Valentin, lui, il est demain. Je reprends. On a donc eu cette année les Césars, les Oscars et oui, les Golden Globes. Celui-ci, il existe bien. Et cette année, il y a un film qui fait beaucoup parler de lui. Mais attention, accrochez-vous bien. C'est un film français. Oui, français, allez, faites pas les choquer. Sauf que... Bah, voyons Maj, mais qu'est-ce qui t'embête ? Non, écoute, Chloé, là, ça va pas. Mais vraiment pas du tout. Je suis bien embêtée. Depuis plusieurs semaines, je suis au charbon pour vous concocter une petite chronique culturelle sur le film Emilia Pérez. Mais voilà qu'une journaliste a, en effet, exhumé des messages postés sur X dans lesquels l'héroïne du film de Jacques Audiard tient des propos racistes et islamophobes. Elle est donc priée de rester chez elle pour la cérémonie des Oscars. Et elle a un petit peu ruiné ma chronique, si je peux me permettre. Mais bon, je me lance quand même. Je vous résume, le film Emilia Pérez de Jacques Audiard a reçu pour le moment 2 prix à Cannes, 4 Golden Globes et 13 nominations aux César. C'est un triomphe pour le cinéma français. Et je vous fais un topo pour ceux qui n'ont pas voulu dépenser 13 € au pâté le plus proche. Emilia Pérez, c'est un film entre thriller et comédie musicale, dans lequel une jeune avocate est contactée par un baron de la drogue nommé Manitas pour qu'elle l'aide à changer de sexe. Le but, échapper aux autorités et surtout, réaliser son rêve de devenir une femme. Stop, Michel, on va se calmer. Ce trafiquant devient alors Emilia. Ils fondent une association pour retrouver les victimes du trafic de stupéfiants et aider leurs familles. Concrètement, ça donne ça. Madame ? Oui. Vous savez qui je suis, madame l'avocate ? Manitas Del Monte, chef d'un cartel sur le marché des drogues de synthèse. En quoi puis-je vous aider, Seigneur Del Monte ? Je veux être une femme. Je sais que je vais devoir laisser beaucoup de choses derrière moi. C'est le seul espoir que j'ai de pouvoir vivre ma vraie vie. Je vous avoue que ce film m'a toute perturbée, car on jongle entre musique, Mexique, danse, espagnol et jus de lumière. Mais il y a surtout 3 valeurs qui m'ont marquée. C'est la tolérance, le pardon et la paix. Tiens, on n'en aurait pas un petit peu besoin en ce moment ? Parce que, oui, cette Emilia, transsexuelle, ne semble pas être qu'un soutien à la communauté LGBT. Elle incarne cette lutte quotidienne pour retrouver un équilibre intérieur, une sorte de paix intérieure. Parce que oui, je pense que dans la société, aujourd'hui, on est libre de vouloir être heureux, non ? Mais le plus intéressant, c'est le fait qu'Emilia Pérez ait été contestée au Mexique.
Pourquoi ? Eh bien à cause de sa manière de traiter la transsexualité, la corruption et le trafic de drogue. Parce que le réalisateur Jacques Audiard idéalise un individu qui en réalité illustre de gros problèmes sociaux au Mexique. Mais je comprends pas, ça devait pas être une fiction de base ? Si, bien entendu, mais les Mexicains ont le sentiment de ne pas avoir été respectés. Comme quoi un film qui de base n'a pas vocation à mouvoir la société peut être interprété différemment par chaque individu. Pour moi, il permet de véhiculer un sentiment de liberté, un apaisement social et le devoir d'être en paix avec soi-même. Pour de nombreux Mexicains, je cite Le Parisien, ce n'est qu'un film indélicat, plein de préjugés sur leur pays. Mais n'oublions pas que le but premier du cinéma n'est pas de véhiculer une opinion politique, c'est de créer une œuvre d'art. Même dans le cinéma, la vision de la paix n'est pas universelle, mais cela me fait me questionner. Pensez-vous que le cinéma peut jouer un rôle dans les débats sur la violence et la paix ? Aborder des thématiques conflictuelles ne permet-il pas de tenter d'ouvrir les esprits et de trouver des solutions aux problèmes actuels tels que le trafic de drogue, la corruption ou la diversité sexuelle ? Merci beaucoup Maj pour cette chronique et si jamais vous avez les réponses à ces questions, n'hésitez pas à nous répondre sur Instagram ou sur notre page web. Sans coupure, on passe à la météo de la paix avec Quentin. Quentin, toi qui as pris la température du monde, quel temps fait-il pour la paix sur la planète ? Oui, bonjour à tous, trop chouette, je suis enfin Mister Météo. Me voilà aux côtés de Tatiana Silva et Lynn Delia, Louis Baudin, waouh! D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à Catherine Laborde qui nous a quittés ce 28 janvier, qu'elle repose en paix. Bon, le sujet est grave, si on prend la carte des tensions dans le monde, c'est simple, on voit plus le planisphère. Revendication de territoire en Asie, Afrique, Europe de l'Est, Amérique du Sud, même le pôle Nord n'est pas épargné. Et voilà que Donald Trump veut même racheter le Groenland. Enfin bref, la Terre est à tout le monde, mais sauf aux autres, quoi. Bon, eux, ils revendiquent les territoires, mais au moins ils s'entretuent pas. Et c'est avec cette transition morbide que je vous propose de passer à la carte des guerres. Alors, du côté ukrainien, orage constant depuis février 2022, centaines de milliers de morts, pluie incessante de balles et missiles, c'est un véritable désastre. En plus, la guerre se fiche de plus en plus. Les fronts sont presque fixes, contrairement au nombre de morts qui augmente et au moral des soldats qui décroît proportionnellement. Tout ça pourquoi ? Encore une fois, des territoires. Heureusement, cet orage devrait passer ces prochains jours pour laisser place à un bel anticyclone. Et oui, Donald Trump, au pouvoir depuis le 20 janvier, avait déclaré que s'il était réélu président des États-Unis, il rétablirait la paix en Ukraine en 24 heures. Là, ça fait 560... ça doit être le décalage horaire. Hein. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette, que je n'ai pas d'ailleurs, que Trump et Poutine ont convenu d'entamer des négociations pour un retour à la paix en Ukraine. Ouf! Les 24 heures étaient presque passées, mais fais vite, Donald. Passons maintenant au Proche-Orient. En Syrie, là, la tempête est visiblement passée. Mais alors, quelle tempête ? On parle d'éclairs, là. Hein. En seulement 11 jours, le régime de Bachar al-Assad a été renversé par les rebelles du Nord. Et maintenant, alors ? Eh bien, il semblerait qu'on se dirige vers une sorte de paix plus ou moins autoritaire. En tout cas, plus de guerre avant longtemps, ça on l'espère. Pour rester dans le Proche-Orient, parlons maintenant du conflit israélo-palestinien. Là, je ne sais plus quelle couleur ou quelle météo utiliser pour décrire le conflit. C'est simple, les tensions remontent en 1945. Un conflit, 2 conflits, 3 conflits, ça n'en finit plus. Et si, on dirait bien qu'il y a une éclaircie là, non ? Un beau cessez-le-feu. C'est trop beau pour être vrai, pardon. Bah oui, bingo. Netanyahou, le Premier ministre israélien, a dit qu'il se réservait le droit de reprendre la guerre, le premier jour de la trêve. Il a d'ailleurs précisé que cette semaine, si les otages israéliens détenus par le Hamas n'étaient pas libérés samedi, Israël mettrait fin au cessez-le-feu. Donc, pour un anticyclone, on est quand même un peu loin. En résumé, dans le monde, des nuages planent un peu partout, constamment. Si la Syrie connaît aujourd'hui un soleil qui se découvre peu à peu, ce n'est pas le cas de l'Ukraine et la Palestine, où des perturbations orageuses et des pressions assez imprévisibles pourraient bien couvrir un peu plus ce ciel où déjà le soleil ne brille plus. Vous l'avez donc compris, si vous voulez un monde tranquille où chacun vit avec sa petite parcelle de jardin sans vouloir sans arrêt conquérir la Terre ou déranger les voisins, prenez une fusée et direction Mars. We will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts
to plant the stars and stripes on the planet Mars. Du coup, raté, hein. Les Américains veulent planter leur drapeau sur Mars. Du coup, il me reste plus qu'une chose à dire. God bless America et fais vite, Donald. Merci beaucoup, Quentin. On espère que demain, le soleil s'étendra sur le monde entier. En parlant de la situation mondiale, la guerre en Ukraine ne donne aucun répit aux armées. Cela fait déjà plus de 1080 jours que l'armée russe a lancé son attaque militaire contre Kiev. Maintenant, on oublie souvent que le conflit entre ces deux puissances dure depuis plus de 10 ans maintenant. Ces tensions ont amené à la fuite des familles de citoyens ukrainiens pour qui la vie était devenue impossible. Pour mieux comprendre cette situation, je vous laisse avec Lily qui va vous raconter l'histoire de Larissa, réfugiée ukrainienne qui vit à Thônes. Bonjour, je m'appelle Larissa, je suis ukrainienne et habite à Thônes, au centre des réfugiés ukrainiens. Je suis surprise car c'est la première fois qu'on me demande de raconter mon histoire. Voilà les premiers mots que me glisse Larissa, réfugiée ukrainienne que je rencontre le 27 janvier. Moi-même qui appréhendais de toucher à une plaie encore trop à vif, je découvre, attristée, que je ne suis pas la seule à avoir eu peur de ça. Larissa est arrivée il y a 3 ans en France et elle n'a encore jamais partagé son histoire. Ceci est donc son témoignage. C'est aussi une histoire, parmi d'autres, de l'exil douloureux des Ukrainiens qui ont dû fuir leur pays après le déclenchement de la guerre. Pour que le récit de Larissa soit au mieux compris par tout le monde, vous m'entendrez moi, Lily. Je me suis aussi appuyée de Madame Fourcade, dont je me permette la familiarité d'appeler Olga. Olga est elle aussi d'origine ukrainienne et a aidé de nombreux réfugiés à s'installer lors de leur arrivée en Haute-Savoie. Aujourd'hui, elle continue son travail d'ange gardien pour m'aider à mieux comprendre et raconter l'histoire de Larissa. Je raconte alors Larissa il y a un mois de cela. Moi qui croyais rencontrer une femme au visage de marbre, fatiguée par ce qu'elle avait vécu, je me retrouve en fait face à de magnifiques yeux bleu turquoise et un sourire chaleureux. Elle me raconte tout d'abord avec passion comment Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, était avant la guerre. Ma ville natale, Kharkiv, était une ville en développement, du moins parc avec des arbres et des fleurs uniques ont été construits dans la ville. Ma maison est à 30 km de la frontière avec ce terrible pays, la Russie. Mon fils m'a raconté qu'à 4h du matin, ils ont commencé à bombarder l'Ukraine avec des avions. C'est le 24 février 2022, journée qui marque le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Larissa habite à 30 km du front et les bruits vibrants des bombardements et des tirs lui font prendre une décision sans retour. En ce début de mois de mai, elle quitte son pays, comme des centaines de milliers de personnes avant elle, pour fuir la guerre. Mais cela signifie aussi qu'elle doit partir loin de son fils unique, obligée de rester en Ukraine pour combattre dans l'armée, et de sa très précieuse petite fille, âgée de seulement 14 ans, qui décide de rester auprès de son père. Mais le choix de Larissa est pris. Elle récupère alors un léger sac à dos dans lequel elle entasse le peu d'affaires qu'elle attend de prendre et entame un trajet de 1000 km. Elle qui n'est jamais sortie de son territoire d'origine n'a aucune idée du pays qui acceptera de l'accueillir. Elle prend alors le premier ticket de bus, direction la Finlande. Durant le trajet, elle rencontre une femme voyageant, elle aussi seule, qui lui dit vouloir partir en France. Les deux femmes se retrouvent alors à passer de la Finlande à la Pologne, puis l'Allemagne et la Suisse, pour enfin arriver en France. En 3 petites semaines, Larissa quitte sa famille, traverse toute l'Europe et arrive seule en France.
Elle est prise en charge fin mai 2022 par la Croix-Rouge qui l'installe à Thônes. Ça y est, la voilà installée en France. Fini les bombardements, les murs qui tremblent et la peur des soldats russes. Mais son cauchemar n'est malheureusement pas terminé. Quand je suis arrivée à Saint-Aton, j'ai été logée dans la même chambre de 9 mètres carrés avec 3 autres personnes qui je ne connaissais pas, même pas. C'était très compliqué, émotionnellement et physiquement. Et en plus, j'avais pas ni d'argent, ni nourriture, ni de travail et de confiance. Je me sentais perdue et déprimée et tout ça a duré 2 mois. Pour Olga, réunir les réfugiés ukrainiens dans un même bâtiment à Thônes n'a pas apporté que des avantages. Les flash infos, les angoisses pour leur famille en danger, l'Ukrainien parlé en continu. Elle y a observé la création d'une mini-Ukraine. Les problèmes de l'Ukraine ont été transférés dans ce bâtiment et pour Larissa, qui pensait être enfin sortie de cette boucle, la réalisation est difficile. Mais avec tout le courage qui lui reste, elle décide de commencer un travail à Lidl. À partir du 1er septembre 2022, j'ai commencé à travailler au magasin Lidl et après un an à Carrefour et la vie a changé pour moi. Pour elle, cette étape marque le début d'une nouvelle vie. Ce travail lui permet premièrement de gagner de l'argent pour mieux vivre, mais surtout pouvoir aider sa famille et rester au pays. La guerre est plus longue que l'imaginaient beaucoup d'Ukrainiens et les ressources premières se font de plus en plus rares. Mais une question me perturbe. Si la guerre se termine demain, est-ce que Larissa pense retourner en Ukraine ? Car malgré ses rires et son sourire, Larissa sait que la situation est loin de s'améliorer. Si la guerre venait à se terminer demain, l'Ukraine ne pourrait pas se reconstruire en quelques mois. La terre si fructueuse que Larissa admirait est aujourd'hui parsemée de bombes, la mine et des sangs. Alors, elle préfère se tourner vers un avenir plus sûr en France. J'ai été honorée de rencontrer cette femme plus que courageuse, inspirante et toujours optimiste. Et plus encore, je comprends maintenant ce qui se cache derrière son sourire. Alors qu'elle a vécu et vit encore la solitude, la découverte d'un nouveau pays sans repère, la précarité, l'angoisse quotidienne pour sa famille, Larissa arrive à avancer et toujours se projeter vers un avenir plus clair. Alors, Dziękuję Larissa pour tout ce que tu m'as appris. Merci Olga de m'avoir guidée. Et vous, qui nous écoutez, j'espère que ce témoignage vous aura permis de voir différemment l'histoire de ces réfugiés. Merci beaucoup pour ce bel échange. C'est un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent toujours à la guerre en Ukraine. Je finis alors cette chronique en vous rappelant que même si on parle moins du conflit, car le temps a passé et de nouvelles crises ont explosé, les soldats et civils ukrainiens se battent toujours et les familles souffrent encore. I'm sure we're taller in another dimension. You say we're small and not with the mention. You're tired of moving, your body's aching. We could vacate those places. Merci beaucoup Lily pour ce très touchant reportage. Pour changer, nous retrouvons Sybille qui a eu la chance d'interviewer un prêtre et un ancien soldat en parallèle. Sybille, à toi la parole. Des visions complémentaires de la paix. Merci Chloé. Lorsqu'on rencontre une difficulté sur un sujet, il est bon de faire appel à des professionnels. Alors, j'en ai cherché un professionnel de la paix. Or, j'ai eu un petit peu de mal, c'est vrai. Y a peu de personnes qui font des études sur la paix, pas sûr que les débouchés soient très nombreux. Mais j'ai continué de chercher.
Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, on était entouré par des professionnels d'une partie seulement de la paix. En effet, la paix est un sujet si vaste que chaque professionnel y a sa propre spécialité. Tenez par exemple, pour la petite sœur de mage, on aurait pu avoir besoin d'un psychologue, professionnel de la paix intérieure. La paix, au sens de la sécurité, serait plus gérée par les policiers. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, au sein même de ces professions, il y a des avis divergents et complémentaires. C'est pour cela que j'ai fait appel à Julien Borrego, un ancien militaire, aujourd'hui professeur d'histoire géo, et le père Muntabazi pour mettre en comparaison leurs deux opinions. Ils ne seront malheureusement pas présents aujourd'hui. Donc, nous avons enregistré au préalable le père Muntabazi et Julien Borrego nous a laissé un texte qui sera interprété par Raphaël Pallotta. La première question est « Qu'est-ce que la paix pour vous ?» Pour moi, la paix, c'est d'abord, bien sûr, l'absence de la guerre, mais aussi, pour chaque personne, la paix, c'est une harmonie, je peux dire l'harmonie entre les aspirations profondes de la personne et les choix qu'il arrive à poser. Donc il y a ce à quoi on aspire et ce qu'on arrive à réaliser. Et quand il y a une harmonie entre les deux, je trouve que les personnes sont en paix. Bref, je résume. Pour moi, la paix, c'est l'absence de la guerre extérieurement, mais aussi intérieurement. L'harmonie entre les aspirations profondes de la personne et les choix qu'on arrive à poser. Merci au père Muntabazi pour cette intervention. Je donne maintenant la parole à monsieur Raphaël Pallotta qui va nous lire le texte de Julien Borrego. Pour moi, la paix signifie une période de calme. Elle s'associe à l'absence de menaces et de conflits. Selon vous, la paix est-il possible aujourd'hui ? Je répondrai oui, elle est possible encore aujourd'hui, même si c'était un grand défi aujourd'hui. Merci. Maintenant, l'avis de Julien Borrego. La paix est possible aujourd'hui, mais le monde connaît un retour de la conflictualité. Cette paix est compliquée à maintenir, car de nouveaux acteurs perturbent l'ordre établi après la guerre froide. La paix est possible si les démocraties restent unies, fermes et suffisamment dissuasives face à ces nouveaux acteurs. La meilleure façon de maintenir la paix est de ne pas apparaître comme faible et divisé. Selon vous, la paix est-elle strictement positive ? Je pense que oui, mais en même temps, parfois la paix est menacée et c'est comme un petit réveil pour qu'on se pose de bonnes questions au bon moment avant que ça ne soit trop tard. Donc, la paix est positive. Par contre, quand elle commence à manquer, c'est peut-être pas mauvais parce qu'elle permet de faire des pas supplémentaires sur tel ou tel autre sujet. Merci. Écoutons maintenant la réponse de Julien Borrego. La paix a une connotation positive, car évidemment, personne ne souhaite être en guerre, mais la paix ne peut pas être une fin en soi. Si la recherche de la paix prime sur nos valeurs, nos libertés et nos intérêts, elle peut être contre-productive et être interprétée comme de la lâcheté par nos adversaires. L'exemple des accords de Munich de 1938 avec Hitler en est l'exemple le plus concret. Merci. Maintenant, que faudrait-il aujourd'hui pour vivre en paix ? Je dirais deux choses. La première condition pour vivre en paix, c'est le dialogue et la communication. Pouvoir parler, communiquer, exprimer ses désirs, ses choix, pouvoir écouter l'autre en face. Donc la communication, le dialogue me semble très important. C'est, on va dire, des conditions incontournables pour vivre en paix. La deuxième chose, c'est une sorte d'égalité économique et sociale. Même si ce ne sera jamais une égalité parfaite, mais quand il y a beaucoup d'inégalités économiques et sociales, eh bien, cela met en danger la paix entre les membres d'une même famille, d'une même société, des mêmes peuples. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs un des documents de l'Église qu'on appelle Gaudium et Spes. C'est l'Église dans le monde de son temps. À un certain moment, donc, on dit que quand il y a beaucoup d'inégalités économiques et sociales entre les membres du même peuple, d'une même famille, eh bien,
la paix est menacée. Bref, je dirais 2 conditions. Le dialogue et la communication, première condition. Et la deuxième condition, une sorte d'équité entre les personnes, les membres d'une même famille ou d'un même peuple. Merci, et nous finissons avec Julien Borrego. Il faudrait des gouvernements démocratiques à l'écoute de leur peuple, car aucun peuple ne souhaite la guerre. Il faudrait également renforcer les instances internationales pour résoudre les conflits entre les États par le dialogue et la recherche de compromis. Très bien, un grand merci au père Muntabazi et Julien Borrego pour leur participation. Finalement, dans le monde, dans les vocations qui paraissent éloignées, telles que prêtres et militaires, la paix semble être un idéal commun. Si chacun apportait sa pierre à l'édifice, peut-être un jour pourrions-nous l'atteindre. Merci beaucoup Sybille de nous avoir donné 2 visions un petit peu différentes de la paix. Pour finir, vous avez pu entendre de nombreuses musiques depuis le début de cette émission. Et justement, Ellie va aujourd'hui nous expliquer en quoi la musique est sans doute la garantie de la paix. L'autre jour, j'étais à la salle de sport et comme la plupart des personnes là-bas, j'écoutais de la musique. Je passais donc les musiques pour en trouver une qui me plaît et d'un coup, je suis tombé sur une chanson du groupe irlandais U2, Sunday Bloody Sunday. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, cette chanson dénonce la guerre civile qui a séparé l'Irlande en 2 parties, et notamment le dimanche sanglant de Berry, au nord de l'Irlande, qui fut particulièrement violent. En écoutant cette chanson, je me suis demandé si la musique jouait un véritable rôle dans le combat pour la paix. J'ai donc fait mes petites recherches et j'en suis arrivé à cette conclusion. C'est qu'il y a quelque chose de magique avec la musique. Elle a ce pouvoir incroyable de parler à l'âme, de toucher le cœur sans même avoir besoin de mots. Peu importe d'où l'on vient, quelle langue on parle ou quelle croyance on porte, une mélodie peut tous nous émouvoir de la même manière. Elle ne juge pas, elle ne divise pas, au contraire, elle unit. On l'a d'ailleurs bien vu à travers l'histoire. En 1971, George Harrison organise le concert For Bangladesh, rassemblant des artistes du monde entier pour venir en aide aux réfugiés. En 1985, Live Aid réunit des millions de personnes contre la famine en Afrique. Ou encore, plus récemment, des artistes israéliens et palestiniens se sont unis pour chanter ensemble, malgré les tensions entre leurs pays. Ces instants sont plus qu'un simple spectacle. Ce sont des preuves que la musique peut transcender la haine et semer la paix à travers le monde. La musique ne se contente pas d'apaiser les conflits internationaux ou de récolter des dons lors de concerts. Non, elle agit aussi à une échelle beaucoup plus intime. Pensez à ces chansons qui vous ont réconforté dans les moments les plus difficiles, qui vous ont donné de la force lorsque vous doutiez, ou qui vous ont simplement fait sourire quand tout semblait gris. Elle est une main tendue à toutes les personnes qui désirent l'attraper, une voix qui nous chuchote que nous ne sommes pas seuls. Dans un monde bruyant de colère et de division, la musique est un langage silencieux mais si puissant. Elle nous rappelle que, malgré nos différences, nous partageons les mêmes émotions et les mêmes espoirs. Elle nous apprend à écouter l'autre et à comprendre que derrière chaque voix, il y a une histoire, une douleur ou encore un rêve. Alors, la prochaine fois que vous écouterez une chanson qui vous touche, comme ça a été le cas pour moi avec la chanson Sunday Bloody Sunday, souvenez-vous que quelque part, une personne d'un tout autre horizon écoute la même musique et ressent exactement la même chose. Et c'est peut-être ça la vraie paix, le partage des émotions qui nous unissent. Merci beaucoup Ellie. Continuez donc d'écouter de la musique, mais faites tout de même attention au niveau sonore, il ne faudrait pas finir sourd. Notre émission touche à sa fin. On remercie les chroniqueurs ainsi que l'équipe technique avec Léane et Antoine pour cette émission. On espère vraiment que les voix de la paix vous ont plu. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de sujets que vous aimeriez entendre ici, dans Les Voix de la paix.